Voilà, j'ai sur ce plateau ce matin deux invités. Il s'agit de Roland Laurent Toneikes, analyste politique, et de Hugues Hector Zongo, analyste politique et également journaliste. Bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour Carole. Bonjour Carole, bonjour Hugues, bonjour amis téléspectateurs et internautes. Bonjour Roland. Bonjour également aux téléspectateurs. C'est un plaisir de nous retrouver ici. Alors, plaisir partagé également. Nous allons démarrer plusieurs quotidiens titrés sur la même information. L'information principale qui démarre cette semaine, il s'agit de la nouvelle coalition des partis politiques et mouvements de l'opposition. Il y a par exemple le Figaro qui titre ce matin présidentielle de 2026, le mariage incestueux de l'opposition. Hugues Hector. Oui, le Figaro national se retrouve dans son rôle quand il parle d'un mariage incestueux. C'est sans aucun doute en référence au parcours politique de la quasi-totalité de ces acteurs-là qui se retrouvent une fois encore aujourd'hui pour nous faire comprendre qu'ils se retrouvent au sein d'un creuset et que l'objectif fondamental, c'est de combattre le régime en place porté par le président de la République, Patrice Talon, en vue de lui arracher le pouvoir d'État. Quand on regarde un peu l'environnement et ceux-là qui se sont réunis hier, on a des têtes de pont, en l'occurrence Éric Rondeté, un honorable député qui, de par le passé, avait énormément travaillé à combattre, par exemple, le mode de gouvernance du président Boni Yayi, ancien chef d'État de notre pays, le Bénin. Malheureusement, les données ne sont plus les mêmes et il se retrouve aujourd'hui à travailler aux côtés de celui-là même qu'il a énormément combattu hier. Quand vous suivez, quand vous prenez les archives et vous suivez un peu les différentes déclarations qui ont été faites par l'honorable Éric Rondeté, au moment où il se retrouvait à l'Assemblée nationale, surtout en qualité de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, vous vous rendez compte que de tout temps, il a fait relever beaucoup d'irrégularités en ce qui concerne le mode de gouvernance adopté par l'ancien chef d'État Boni Yayi. Et voilà, du jour au lendemain, quelqu'un qui se retrouve encore avec celui qu'il avait combattu hier, non pas la personne de Boni Yayi, mais le mode de gouvernance. Alors, on peut se poser tout de suite la question de savoir, est-ce que ce que nous faisons par moment, c'est effectivement pour le bien de la République? Est-ce que c'est effectivement par conviction? Ou bien nous le faisons juste parce qu'il faut démontrer que nous sommes là? Vous avez d'autres acteurs, en l'occurrence également Daniel Eda, qui n'était pas du tout d'accord avec la façon dont l'ancien président Boni Yayi se comportait, comment il gérait le pays, mais qui subitement se retrouvent encore dans le même creuset. Et ce sont ceux-là qui se mettent ensemble, disent-ils, pour créer ce que nous avons découvert subitement hier, qu'il s'agit d'une coalition de l'opposition. L'objectif de cette coalition-là, c'est de pouvoir faire partir le président Patrice Talon. C'est tout à fait normal. J'ai suivi des déclarations assez tendancieuses. Je ne veux pas revenir dessus, mais je me dis, jusqu'à preuve du contraire, notre chef d'État actuel sait qu'il est à la fin de son deuxième mandat constitutionnel et que par conséquent, en 2016, il doit pouvoir permettre à ce que nous vivons dans notre pays ce qu'on appelle l'alternance. Depuis 1990 où on a commencé... 2026. 2026, merci. Et depuis 1990 où on a commencé par parler de renouveau démocratique, nous n'avons pas encore eu un chef d'État qui se soit permis de vouloir faire un troisième mandat à la tête de notre pays, par exemple. Tous ont fait l'effort de respecter notre loi fondamentale. Donc pour moi, il ne doit normalement pas avoir un débat autour de est-ce que Patrice Talon doit partir ou est-ce qu'il ne doit pas partir.
Donc, je trouve qu'au cours des rencontres du genre, en l'occurrence celle organisée hier par l'opposition, ce sur quoi les acteurs devraient le plus tabler, c'est pas il faut forcément faire partir de gré Patrice Talon. Non. Ce qui doit rester leur priorité au sein de l'opposition, c'est de pouvoir nous dire qu'est-ce qu'ils nous proposent. Qu'est-ce qu'ils nous proposent comme démarche de mode de gouvernance, par exemple, quand l'opposition arriverait à gagner le pouvoir. Parce que c'est une très bonne chose que vous ayez confié le pouvoir à l'opposition ou à la mouvance. C'est ce que la personne ou ce que le mouvement ayant travaillé à faire élire le chef de l'État vous propose comme mode de gouvernance. C'est ça qui est le plus important. Incestueux, oui, je partage l'avis de l'organe de presse Le Figaro National. Maintenant, on peut revenir sur la question fondamentale de savoir est-ce que l'opposition a le droit de pouvoir se réunir pour effectivement parvenir à faire référence, je dirais, à ce qu'on appelle coalition. L'opposition a ce droit-là. C'est le droit légitime pour les classes de l'opposition, que ce soit les partis politiques, les mouvements politiques de l'opposition, de parvenir effectivement, d'une manière ou d'une autre, à se mettre ensemble pour combattre celui qui aujourd'hui se retrouve à la tête de notre pays, c'est-à-dire le président Patrice Talon, et chercher à lui arracher le pouvoir d'État. C'est légitime. C'est légitime, il n'y a pas une loi qui l'interdit aujourd'hui dans notre pays. Donc, c'est une très bonne démarche. Mais malheureusement, ce sont les acteurs qui se retrouvent derrière ces partis-là qui me posent le problème. Ceux qui se retrouvent derrière ces mouvements-là, parce que des gens qui hier n'étaient pas du tout d'accord avec comment est-ce qu'ils géraient le pays, se remettent encore ensemble pour dire qu'ils veulent combattre celui qui est là. Pour moi, il y a un problème d'éthique. Et parfois, on se pose la question de savoir est-ce que l'éthique et la morale ont réellement... N'est-ce pas parce que, tout simplement, les intérêts aujourd'hui se rejoignent? Oui, les intérêts, peut-être sur le plan politique, on peut se permettre de dire... Les visions se rejoignent aujourd'hui? Non, on ne pourra pas parler de vision. Parce que quand je prends Éric Rouneté, quand je suis la plupart de ces déclarations, je préfère le prendre comme quand même une figure de référence. Représentative. Oui, une figure de référence. Éric Rouneté, peu importe que vous soyez de la mouvance ou de l'opposition, vous pouvez quand même admettre que c'est un acteur politique qui peut apporter énormément de choses au débat politique dans notre pays. Maintenant, quand vous regardez cet acteur-là et ceux qui sont derrière, ça me pose un véritable problème. Je dis, comment est-ce qu'il est arrivé à se retrouver dans cette coalition? Roland Tonei-Ikes, nous l'avons souvent décrié ici, sur ce même plateau, cette manière de se taire, le silence de l'opposition, voilà une preuve qu'en réalité, ils étaient en train de travailler et leur sortie d'hier vient confirmer cela, vient le prouver. Quelle est votre lecture de cette coalition des différents partis de l'opposition et en quoi cette mise ensemble des différents partis serait bénéfique pour la lutte. Voilà, pour cette lutte-là. Alors moi j'ai de tout temps souhaité que les partis d'opposition se mettent ensemble, quoique on sait très bien que parmi ces partis d'opposition, il y a ceux que j'ai tout le temps appelés les faits valoir. Ça, c'est moi qui le dis, je l'assume toujours. Il y a des partis d'opposition qui malheureusement ont joué le rôle de faire valoir pour valider quelques élections. Mais au-delà de tout, on ne peut pas aller en rang dispersé et combattre le système en place. C'est une machine solidement mise en place. Et donc, si vous n'avez pas une convergence d'idées et vous ne vous mettez pas ensemble, c'est que vous allez en rang dispersé. Il n'est pas, en tout cas, sûr que vous gagnez les élections. Alors, ceci étant, moi, je crois que je vais revenir sur quelques aspects abordés par mon cher frère Hugues Zogo qui parle de... Pourquoi ce mariage serait-il incestueux? Voilà, qui confirme, qui donne raison au Figaro National, disant que c'est un mariage incestueux. Si le cas de concertation de l'opposition aujourd'hui est un mariage incestueux, cela suppose que de tous les deux côtés, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, alors il y a des mariages incestueux. Je m'en vais citer 4 exemples.
Alain Orunla, maître avocat de Sébastien Djavon, qui a attaqué tout le temps le régime de Patrice Talon, l'a traité de tous les noms, mais qui, du jour au lendemain, est devenu ministre de la communication de Patrice Talon et qui est devenu aujourd'hui préfet du littoral. Comment on peut expliquer cette affaire? Je prends Irénée Agossa, qui a fait une conférence de presse avant 2016 pour dire que la candidature de Patrice Talon est une menace pour le peuple béninois. Il est aujourd'hui dans la mouvance présidentielle. Encore que, en 2021, il fait partie de ces formations, de ces candidats sortis de nulle part pour valider en quelque sorte l'élection 2021. Je n'ai pas fini. Frédéric Berzin, et comment vous l'appelez maintenant, Fred Renaud, les jeunes fous de la fous du roi à l'époque, qui ont attaqué Patrice Talon de tous côtés, mais qui aujourd'hui sont dans la mouvance présidentielle. Des exemples, il y en a plein. Cela suppose que quoi? La politique au 229 au Bénin, c'est une question d'intérêt, pas d'idéologie, de conviction. Je l'ai toujours chanté. Pour dire quoi? Dès lors que les gens se mettent ensemble, de côté de l'opposition, reconnaissons que c'est peut-être les intérêts qui les guident. Justement, c'est la question que je posais tout à l'heure. Donc pour dire quoi? Pour dire que si on est d'accord que alors, ce cadre de considération de l'opposition était un mariage incestueux, il y en a de l'autre côté également. Il y en a. Il y a des noms que je peux citer encore, qui sont des postes de responsabilité, qu'on connaît très bien aujourd'hui. Pour vous dire que on ne va pas s'attarder sur ça. Le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils nous proposent. Et je suis heureux qu'ils reviennent sur cet aspect. Ils se mettent ensemble. Pour quel idéal? Pour quelle conviction? Ils parlent prioritairement de la révision du code électoral. Oui, la révision du code électoral, je vous ai toujours dit. Moi, je relève aussi des insuffisances dans le code électoral. Et ça, c'est ma position. D'autres journalistes peuvent venir dire que c'est le meilleur code que nous n'ayons jamais eu depuis 1990. Chacun est dans sa position, défend selon sa compréhension, selon le prisme sur lequel il prend ce code électoral. Mais ce que je veux dire, j'ai toujours dit que les opposants, au lieu de ne pas passer du temps à dire révisons ce code électoral, sachant que vous avez une machine redoutable en face de vous, préparez un plan B, un plan C, pourquoi pas jusqu'à Z. Pourquoi? Parce que si le code n'était pas modifié, relu, vous faites quoi? Qu'avez-vous prévu? Le plus important, c'est d'aller sur le terrain, de travailler. Et j'estime véritablement que quand vous prenez ces formations politiques, aujourd'hui qui se mettent ensemble, je ne vais pas être mauvais prophète. Parce que hier, on connaît l'alliance Wallogede, quelle a été la suite? L'Union fait la nation, quelle a été la suite? Il se fait que pour des intérêts du moment, on est d'accord peut-être à se mettre ensemble. Encore que là aussi, souffrez que je dise, dans leur sein, il peut toujours y avoir des taupes qui, à la seconde près, filent les bonnes informations à aucun d'en face pour continuer à gagner les élections ou à prendre le dessus sur eux. Donc j'estime que véritablement, on va pas. Moi, je vais parler dans le sens du figurant national pour dire que c'est un mariage incestueux. Si c'est un mariage incestueux, c'est que de l'autre côté aussi, on doit voir les mariages incestueux. Et d'ailleurs, même depuis 2016, alors ça veut dire que le chef de l'État, qui est le mari national, s'est mis ensemble, en tout cas, avec plusieurs femmes avec lesquelles il ne devait pas se mettre ensemble. Et donc, il a contracté depuis 2016 assez de mariages incestueux. Et pour une première fois, les autres veulent aller marcher dans le parc. Puisque, je prends l'autre exemple simple, Madame Massi, qui parle de hors-la-loi pour ce cas de considération. Justement, oui, mais écoutez, la loi fondamentale, en tout cas, les nouvelles lois au Bénin interdisent les alliances. Mais les lois n'interdisent pas les cadres de concertation. Ils ont bien appelé ça cadre de concertation. Ils n'ont pas parlé d'alliance. Parce qu'il faut voir le choix des mots. Mais ce Badamassi, on l'a vu en 2016. Il était à Djavon. Il a fait la campagne pour Djavon. Mais est-ce qu'il a attendu qu'on donne les résultats avant qu'il ne court pour aller chez Patrice Talon pour lui déclarer son soutien pour le second tour? C'est pour vous dire que le mariage incestueux se trouve de tous les côtés. Et cela montre réellement le niveau de compréhension, mais le niveau de combat politique de nos acteurs politiques. Sont-ils véritablement là pour le peuple ou bien ils sont là pour leurs intérêts du moment? Et j'estime qu'on va attendre les prochains jours pour voir si ce cadre pourra faire quelque chose. Et je le dis au haut et fort, c'est qu'il ne suffit pas pour eux de se mettre ensemble pour dire on veut faire partie Patrice Talon du pouvoir, mais nous nous mettons ensemble pour proposer un idéal au peuple béninois. Parce que si vous relevez des insuffisances du pouvoir en place, vous devez pouvoir avoir des arguments et faire des propositions assez concrètes et dire
oui, à ce niveau, voilà ce qu'ils ont fait. Nous ne sommes pas d'accord. Et voilà à ce niveau ce que nous aurions souhaité qu'on fasse. C'est vrai que le vendredi dernier, nous, on a évoqué la question sur le fait qu'il n'est pas, je n'avais pas suivi sur le fait, leurs déclarations qui, après, en toi, les déclarations qui ont précédé le vote du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. J'ai pu suivre après, chacun d'eux a détaillé, et c'est assez convaincant. Ça propose, on comprend pourquoi ils font ça. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, ce cadre doit réfléchir sur des propositions. J'ai vu un peu des coupures de leurs déclarations partagées sur les réseaux sociaux hier. Je dis, au-delà du discours, il faut qu'ils aillent dans les actes, aller convaincre les Béninois qui ont été indécis, qui se sont abstenus de voter. C'est sur le terrain que se trouve le travail, avec un argument qui convainc. Merci. Hugues Hector. Oui, je voudrais rapidement rebondir pour dire que tout à l'heure, dans mon intervention, je parlais de Éric Ondété, en qualité de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. C'était bien sûr le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Pour vous dire quand même le rôle assez important qu'il a eu à jouer à la tête de cette institution-là quand le président de l'Assemblée nationale n'était pas là. Alors, revenant sur la question du code électoral, qui reste pour l'opposition de tout temps un combat, je me permets de dire que l'opposition a raison. C'est légitime. C'est légitime. Mais parfois, il y a des combats qui sont perdus d'avance. Pourquoi pensez-vous que Oui, c'est un combat perdu d'avance? Très bien. J'ai l'impression que cette opposition se refuse d'accepter ce qui est... La réalité? Oui, la réalité. Vous aviez vu, il y a quelques semaines en arrière, au niveau de la Sénat, l'institution qui organise les élections, cette institution-là a commencé par communiquer autour de ce code électoral-là. Cette institution a commencé par rencontrer plusieurs acteurs pour leur dire voici effectivement ce qui est mis dans ce code électoral. Mais on ne va pas prendre l'argent du contribuable béninois au niveau de la Sénat, mettre dans ce genre de communication, dans ce genre de formation, et du jour au lendemain, s'attendre encore à ce que ce soit encore cette même institution qui prenne le devant et dire par la suite, oui, ce qu'on vous a fait comprendre il y a quelques 2 ou 3 mois, ne sommes plus en mesure de le mettre en application pour les élections de 2026. Parce que n'oubliez pas, la plupart de ceux-là qui sont aujourd'hui au niveau de la Sénat, c'est des gens qui soutiennent le président Patrice Talon. Donc si la Sénat est en train de foncer droit avec ce code électoral, ça veut dire que quoi que vous fassiez, le calendrier est bien pensé, on sait qu'on ne reviendrait plus en arrière. Ça coûte quoi alors à l'opposition? Si elle veut effectivement gagner les élections de 2026, en l'occurrence les élections présidentielles, et arracher le pouvoir d'État des mains du président Patrice Talon, ça lui coûte quoi? De chercher d'autres alternatives et oublier ce code. Puisque le code même pour la mouvance, quand vous prenez la peine de parcourir correctement le code, vous vous rendez compte que même pour la mouvance, ce n'est pas encore si aisé de remplir toutes les conditions. Donc ça voudrait dire que le piège dont on parle, le piège guette à la fois la mouvance et il faut le reconnaître, la mouvance a quand même des avantages sur l'opposition. Non, la mouvance n'a aucun avantage. La mouvance se retrouve avec combien de partis politiques? Nous avons combien d'acteurs au niveau de l'opposition? Vous croyez qu'un candidat de l'opposition pourrait facilement se faire parrainer par les députés de la mouvance? Facilement? Non, ce n'est même pas possible puisque la loi l'interdit. La loi l'interdit. Si vous êtes député de la mouvance, vous ne pouvez pas parrainer un présidentiable qui vous a été proposé au titre de l'opposition, vice-versa. Mais tel que le code... Il peut avoir des démissions. Non, ce n'est même pas possible. C'est-à-dire qu'en l'état des tests, celui qui est... on peut espérer ne pas avoir au-delà d'un seul duo de candidature pour l'opposition. Par contre, du côté de la mouvance, on peut en avoir. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour que l'opposition puisse penser tout de suite que
les jeux sont pliés, les cartes sont pliées. Non. Parce que, vous avez vu, Patrice Talon, il a géré ce pays sur des réformes. Et vous connaissez très bien le regard des Béninois, en tout cas la quasi-totalité, vous connaissez leur regard sur ce qu'on appelle les réformes. Quand nous prenons par exemple les questions de droits de l'homme, ce n'est pas en l'avantage de Patrice Talon. Pas du tout. Alors, qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui à l'opposition de surfer sur ces données-là et de rechercher effectivement des présidentiables qui pourront recevoir l'assentiment de la majorité des Béninois? Je vous ai donné le cas de Éric Ondété. Même dans la mouvance aujourd'hui, vous parlez de Éric Ondété, on vous dira c'est quelqu'un pour qui on a du respect. Mais par contre, il y a d'autres acteurs sur qui on ne peut pas du tout compter. Donc, en fait, pour moi, c'est là où le grand jeu de l'opposition va se jouer. Il ne faudrait pas que l'opposition, à un moment donné, se dise « Oui, nous sommes en train de partir sur une base où la mouvance a déjà un grand pas sur nous. » On est en train de parler des élections présidentielles. Et les élections présidentielles, les enjeux sont très différents par rapport aux élections communales ou aux élections législatives, par exemple. On peut se permettre de même dire qu'au niveau de la Sénat, parce que la majorité des acteurs se retrouvent au niveau de la mouvance et qu'ils ont travaillé de tout temps avec le chef de l'État, qu'il y aurait trucage. C'est un schéma que je vous donne, par exemple. Mais n'oubliez pas que nous avons tellement évolué avec ce que nous appelons les plateformes numériques. Les élections qui se passent, par exemple, au Bénin, quand vous prenez chaque circonscription électorale, vous avez la possibilité de connaître le jour même ce qu'il y a comme résultat. Si la mouvance arrive à obtenir peut-être un suffrage pour le compte du département de l'Atlantique, je dis un truc assez bête, hein, de 1000 voix, et que l'opposition est arrivée à avoir peut-être 10 000 voix, comment est-ce que la Sénat pourrait arriver à balancer les chiffres en faveur de la mouvance? Si tant est que on devrait procéder par exemple à un trucage. Donc pour moi, le débat aujourd'hui, c'est nous sommes tous égaux devant la loi, nous partons pour des élections crédibles et transparentes, nous travaillons et nous remportons les élections. Si nous ne travaillons pas à convaincre la conscience collective à partir des candidats que nous proposons, et si nous-mêmes, nous ne mettons pas en place des stratégies politiques pour gagner les élections, demain, ne soyons pas les premiers acteurs à dire que voilà, la mouvance nous a damé l'opinion parce qu'il y a positionnement de tel ou tel acteur au niveau de la Sénat ou autre institution. Roland Tonei-Ikes. Moi, je reviens sur l'aspect mariage incestueux pour rappeler même le premier mariage incestueux à l'ère de la rupture. Adrien Gbedji, maître Adrien Gbedji, le PRD, a fait Zinsou en 2016. Mais aujourd'hui, il est où avec le PRD? Fondu dans l'Union progressiste. C'est une parenthèse. Alors, je reviens sur le code électoral, et c'est parce que Hugues revient là-dessus que je reviens encore pour dire, quand on prend ce code, il faut qu'on soit objectif en reconnaissant qu'il y a des imperfections. Dans ce code, ceux qui l'ont voté majoritairement ont parlé d'accord de gouvernance quelque part. Ce qui leur permet, eux, s'ils vont aux élections, de se mettre ensemble pour pouvoir réussir à avoir les 20% le terme échappe, les 20% prévus, voilà. Pendant ce temps, nous avons une seule formation de politique qui a aujourd'hui les députés, et Dieu seul sait comment ça va se passer. Et la loi dit, ce code-là, que certains, nous prenons peut-être du plaisir à défendre ou autre, dit que dès lors que vous ratez les 20% dans une circonscription électorale, vous perdez tout ce que vous avez au plan national. Tout à fait. Et donc l'exemple des 10 000 voix, de 1000 voix de l'opposition, c'est bien beau, mais en réalité, il se peut que l'opposition ait 10 000 voix dans une circonscription électorale, mais parce que l'opposition n'a pas réussi à avoir les 20% à Karim Maman, et qu'il se fait que c'est seulement dans cette circonscription électorale qu'ils n'ont pas les 20%, bien qu'ils aient eu 20 000 voix à Cotonou, tout est à l'eau. Vous pensez que ça garantit la paix? Ça ne garantit pas la paix. Donc, les exemples, on peut donner par rapport à ça. Pour dire quoi? L'accord de gouvernance, c'est un avantage. Pour les partis de la mouvance? Oui, mais je dis, les partis de la mouvance ont institué ce qu'on appelle, ceux qui ont voté majoritairement, l'accord de gouvernance.
Ça leur permet de se mettre ensemble. Donc, s'ils ont 5%, l'autre a 5%, l'autre a 15%, ils peuvent se mettre ensemble et pour sortir les 20%, pour avoir les élus. Voilà, pour avoir les élus, ce qui fait que les autres seront en difficulté. C'est ce que je relève en réalité. Pour dire, oui, et puis la Sénat n'est pas l'institution qui vote le code électoral. La Sénat est l'organe exécutant du code électoral. Ceux qui ont le pouvoir d'aller relire ce code électoral, de modifier, c'est les députés et rien que les députés. Et dès lors que les démocrates ont des députés à l'Assemblée nationale et que des députés de la mouvance qui sont là, aussi longtemps que le débat se fait, si les députés de la mouvance, ça leur dit un jour, parce qu'à 6 mois des élections, on ne pourra pas toucher, selon les dispositions de la CEDEAO, c'est que si ça leur dit un jour, parce que voyant aussi eux-mêmes en difficulté à un moment donné, ils peuvent toujours relire ce code électoral, le modifier, ce qu'il faut modifier. Donc la Sénat n'a rien à voir dans ce débat de relecture du code électoral. La Sénat est l'organe exécutant du code électoral en fonction de... Quand vous allez mener un test à la Sénat, vous déposez à la Sénat la preuve dans ce pays des députés de la 8e législature ont voté une loi qui n'ont pas compris, qui sont allés demander à Emmanuel Thierry de leur expliquer, vous vous rappelez ce fameux débat, et à Thierry de leur rappeler, mais ce n'est pas moi qui ai voté, c'est vous qui avez voté là-bas. Comment je peux comprendre, vous expliquer? C'est à vous de m'expliquer l'interprétation de cette loi. Pour dire, la Sénat n'a rien à voir. La Sénat attend juste que les députés se lèvent aujourd'hui pour dire, ah, attention, nous avons finalement compris, allons relire ce code électoral, modifions, et je crois qu'on va aller de l'avant. C'est tout. Hugues Hector, pensez-vous qu'aujourd'hui, avec ce cadre de concertation qui réunit les partis de l'opposition, le gouvernement ou les partis politiques de la mouvance doivent aujourd'hui s'inquiéter? S'inquiéter par rapport à quoi? Vous voulez qu'ils s'inquiètent par rapport à quoi? Dites-moi. Moi, je ne sais pas pourquoi ils doivent s'inquiéter. Je ne sais même pas. Des partis d'opposition qui décident d'unir leurs forces, ça veut dire qu'ils sont décidés à avoir gain de cause et qui sont en train de travailler, de réfléchir à pouvoir conquérir le pouvoir. Est-ce qu'on conquiert le pouvoir tel que l'opposition se comporte? C'est moi qui pose la question sur ce plateau. Moi, je pose la question à l'opposition. Justement, répondez-y. Mais je dis, est-ce que c'est l'analyse qui me pousse à poser cette question? Alors, répondez après avoir posé la question. Mais je dis, est-ce que l'opposition telle qu'elle se comporte là, c'est comme ça on arrive à gagner les élections? De vous à moi, ceux que vous avez vus hier là, dans cette salle, pour dire qu'ils sont en train de faire une coalition là, c'est ceux qui veulent arracher le pouvoir d'État à Patrice Talon, ça? Je vais revenir pour rebondir sur l'aspect de la Sénat. Pourquoi vous pensez que l'opposition n'est pas capable, à travers vos dits? Je vais revenir pour répondre à la question de la Sénat que j'ai. Hector, répondez déjà à ma question. Pourquoi vous pensez que l'opposition n'est pas capable de s'unir afin de conquérir le pouvoir? Je n'ai jamais dit que l'opposition... Je n'ai jamais dit que l'opposition... Je ne peux que tirer cette conclusion. Non, ne tirez pas une conclusion par rapport à des choses que je n'ai pas eu à dire. Justement. Puisque je n'ai jamais dit que l'opposition n'est pas en mesure de s'unir pour arracher le pouvoir d'État à Patrice Talon. Justement, vous mais je venais de vous dire... En voyant ces gens qui se sont regroupés hier, est-ce que la mouvance doit craindre quelque chose? Quelle crainte la mouvance peut avoir avec ces acteurs dont je viens de vous faire référence? Et pourquoi vous le pensez? Pourquoi je vous le dis assez simple. Quand vous regardez ceux-là qui se sont réunis hier, ce pas des gens qui se retrouvent à la limite sans idéologie qui vont arracher le pouvoir d'État à Patrice Talon. Roland, ton question. Non, je n'ai pas fini. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir, puisqu'il a parlé tout à l'heure de la question de la Sénat. Je n'ai à aucun moment dit sur ce plateau que la Sénat se retrouve dans la posture de relecture du code électoral. Vous avez dit que la Sénat fonce. La Sénat n'a d'autre choix que de foncer. J'ai dit très bien, en faisant un parallélisme, que si la majorité des acteurs qui se retrouvent aujourd'hui au niveau de la Sénat sont des acteurs de la mouvance, et que si ceux-là prennent le soin d'utiliser les sous du contribuable béninois, il y a, dans la politique, il y a ce qu'on appelle l'agenda politique. Si vous ne connaissez pas l'agenda politique, c'est que vous ne faites pas de la politique. On ne peut pas ne pas mettre en application on met une application en valeur aujourd'hui et du jour au lendemain, on revient en arrière pour rétro-pédaler.
ça donnerait quel crédit à la mouvance en ce moment-là? Il n'y aurait aucun crédit. Donc, a priori, si la Sénat est en train de foncer aujourd'hui... Vous reconnaissez que les acteurs à la Sénat sont peut-être à coloration politique de la mouvance, c'est ce que vous voulez dire? Mais ce n'est pas moi qui dis qu'ils sont de la coloration. C'est pas moi qui dis qu'ils sont de la coloration de la mouvance politique. Mais ceux qui sont là, vous connaissez qui se retrouvent au niveau de la mouvance? En réalité, à ce poste, qui se retrouvent au niveau de l'opposition. Vous savez qu'à ce poste, ils doivent se départir de leur coloration politique et être au service du peuple béninois. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Les députés de l'opposition dont vous venez de faire, auxquels vous faites allusion de tout temps, ce sont ces députés-là qui ont réclamé de tout temps à l'Assemblée nationale qu'ils souhaitent aussi avoir des leurs au sein de cette institution qu'est la Sénat. C'est pas moi qui le dis. Ça n'a pas été respecté. Même si ça n'a pas été respecté, moi je constate. Moi je n'ai pas à élire celui qui va se retrouver au niveau de la Sénat. Moi je fais une lecture par rapport aux données que j'ai sous la main. C'est l'opposition qui m'a fait savoir que ces acteurs-là sont de la mouvance. C'est pas moi qui l'ai dit. Et quand je regarde cette opposition que j'ai retrouvée hier, vous voyez, toutes les forces de l'opposition étaient au rendez-vous hier. C'est comme ça qu'on arrive à gagner les élections dans les mains d'un chef d'État comme Patrice Talon. Il faut admettre que nous avons une opposition très mal organisée au Bénin. En tout cas, la date d'aujourd'hui, moi, je ne les vois pas dans une dynamique de pouvoir arracher le pouvoir d'État à Patrice Talon. La preuve, quand vous regardez, tout à l'heure, je vous ai dit que quand vous prenez le mode de gouvernance de Patrice Talon, on peut tout accepter, mais il faut admettre quand même que sur le plan des droits humains, il y a des avancées. Pas des avancées, il y a des choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Quand vous prenez la réalisation des infrastructures d'ordre éducatif, sanitaire, la réalisation des infrastructures routières, mais je ne vois pas le chef d'État qui, depuis 1990, est parvenu à lui ravir la vedette. Si vous en connaissez, dites-moi. Mais sur le plan des droits humains, il y a un véritable problème. On n'est pas d'accord sur ce fait-là. Ça coûte quoi aujourd'hui à l'opposition de surfer si effectivement cette opposition-là, elle veut arracher le pouvoir à Patrice Talon? Ça lui coûte absolument rien de surfer sur ça. Ça lui coûte absolument rien de chercher effectivement les cadres qui ne sont peut-être pas d'accord avec le mode de gouvernance actuel du pays. Ce n'est pas des gens qui manquent. Il y en a. Mais ceux que vous avez vus hier, de vous à moi, ceux que vous avez vus hier là, est-ce que c'est ceux-là qui effectivement pourront arracher le pouvoir? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire de par le passé? Quand je parlais du mariage incestueux, ce n'est pas moi qui ai mis le titre, c'est le journal Le Figaro National qui l'a titré. Et j'ai démontré effectivement qu'il y a un mariage incestueux au niveau de l'opposition. À aucun moment je n'ai dit qu'il n'y a pas ce mariage incestueux là au niveau de la mouvance. On vous aura compris. Puisque pour moi, la politique, ce n'est pas le cadre où il y a l'immoralité. La politique, c'est d'abord l'éthique, c'est d'abord la morale. Si vous êtes acteur politique et vous n'êtes pas en mesure de donner l'exemple, concrètement, à quoi vous servez? On vous aura compris. Ma dernière question, Roland Tonéikes. Allez-y. Pensez-vous que la mouvance présidentielle a à craindre avec cette union des partis politiques de l'opposition? Je crois que dans ma première intervention, je suis revenu sur le fait que oui, c'est un début que de se mettre ensemble, mais le combat doit être un combat assez, comment vous appelez, assez organisé. Parce que celui que vous avez en place, c'est une machine bien assise, bien assise, assez redoutable. Et donc, par conséquent, il ne s'agira pas de se mettre ensemble seulement pour créer un cadre de concertation, mais aussi de faire attention aux différents acteurs. Parce que je constate que dans ce cadre de concertation, il y a ceux que moi je continue d'appeler les faire-valoir qui sont là. Et donc, ils serviront de taux pour filer les premières informations à la seconde près pour détruire ce cadre également. Donc, j'estime que si ce cadre doit faire peur à la mouvance, il revient aux acteurs dans ce cadre de bien s'organiser, de savoir où mettre les pieds, de savoir quel discours tenir. Je l'ai dit, il faut un discours convaincant qui convainc les populations. Écoutez, et je l'ai dit encore pour aller plus loin, que le combat ne se fera pas à Cotonou, dans les salles de conférences, Kodiam, Champ d'Oiseau, je ne sais quoi d'autre, ISBA ou bien pas les congrès, Bénin Royal Hotel. Non, le vrai combat pour avoir le pouvoir en 2026 se passera sur le terrain.
parce que je continue de considérer le taux, ou bien les taux d'abstention, si vous voulez, depuis 2019 jusqu'à 2023, les taux d'abstention sont assez énormes. Et donc, il y a des millions de Béninois qui sont restés à la maison, qui n'ont pas voulu voter depuis 2019, qu'il faut aller rechercher, qu'il faut aller convaincre, qu'il faut aller mobiliser pour que ces personnes soient pour voter. Et quand je prends la dernière élection de 2023, il y a des chiffres qui sont là. On pourra peut-être revenir sur les différents chiffres. Vous comprendrez que l'abstention, le taux d'abstention étant élevé, fait que la mouvance a toujours gagné et ça même a contribué au chaos que nous avons, le deuxième de l'histoire du Bénin en 2021 pour le chef de l'État Patrice Talon. Donc j'estime véritablement que c'est pas, le plus important, c'est pas faire peur maintenant qui est le problème. C'est qu'est-ce qu'ils veulent faire de ce cadre et où est-ce qu'ils veulent aller véritablement. Est-ce que tous ceux qui sont là sont ensemble? Et puis pour finir, ce n'est pas évident qu'on ait toutes les fonctions politiques d'opposition dans ce creuset. Parce que chacun sait pourquoi il est dans ce creuset. Et chacun sait pourquoi il fait l'opposition. Chacun sait pourquoi il fait l'opposition. Peuvent diverger. Voilà, chacun sait pourquoi il est dans l'opposition. Et j'ai coutume de dire que dans l'opposition, nous avons plusieurs courants. Il y a le premier qui allait créer FCDB à l'époque pour dire qu'il est l'opposition constructive. N'oubliez pas ça. Et il y a l'autre qui finalement a rejoint la mouvance qui a dit qu'il est opposant au principe après avoir cogné la tête en 2021 au cours des élections présidentielles. René Agossa et Quentin Concré, ils ont dit qu'ils étaient opposition de principe. Il y a les opposants. En tout cas, il y a plusieurs courants. Et il y a l'autre qui continue de nous rappeler, comment vous appelez, les différents courants politiques et philosophiques, parlant de la politique, qui est à Ménotin, suivez mon regard. Donc chacun sait pourquoi il est dans l'opposition. Et ce n'est pas évident qu'à un moment donné, ils se mettent ensemble. Ceux qui se mettent ensemble, espérons peut-être qu'ils nous sortent quelque chose de bon et que cela leur permet de gagner les élections. On ne va pas minimiser. Et je suis au regret de constater que Hugues qui parle d'Éric Rondeté comme étant une personnalité assez adulée, que ce soit de la mouvance de l'opposition, disent encore qu'ils ne voient pas qui parmi eux peut avoir le pouvoir chez Patrice Talon. Hugues Hector, votre chronique m'intéresse. Le titre, il est temps qu'on s'écoute. Oui, le moment est venu pour les Béninois de s'asseoir et de pouvoir se parler. Le moment est venu aux Béninois de pouvoir s'écouter parce que c'est malheureusement ce que nous ne savons pas le plus faire au Bénin. Nous ne savons pas nous écouter. Nous essayons de penser que ce qui sort de notre bouche reste la parole de l'Évangile, reste les versets du Coran et que l'autre n'a malheureusement pas son point de vue à partager. Et c'est malheureusement ce qui se passe au niveau de la classe politique béninoise. Vous aviez vu n'importe quel débat que vous faites sur le code électoral, vous vous rendez compte que le citoyen qui le parcourt, dès qu'il partage son point de vue personnel, il vous dira, c'est vrai, il y a d'avancées, mais l'idéal serait qu'on prenne un peu de recul et qu'on corrige certaines choses. Pourquoi ça se passe comme ça? Ça se passe comme ça parce que tout le monde veut qu'au lendemain de 2026, nous puissions nous retrouver encore sur ce plateau tel qu'on est dans un environnement de paix et qu'on continue d'animer les débats. Ça voudrait dire que tout le monde pense en réalité à l'avenir du pays. Personne n'est contre la destinée du pays. Tout le monde pense le bien du pays. Mais comment est-ce que la cohésion sociale? Mais comment est-ce que nous allons parvenir à parler du bien du pays sur les fondamentaux qui doivent nous conduire à maintenir ce climat-là? Si ces fondamentaux-là ne sont pas d'accord dessus. Et donc, voilà ce pourquoi il est urgent pour nous de pouvoir nous écouter. Est-ce que la mouvance écoute aujourd'hui l'opposition? La réponse est non. Est-ce que l'opposition écoute aujourd'hui la mouvance? La réponse est non. Chacun va dans sa direction. On avance de façon parallèle. Parce qu'on se dit, bon, moi, voici ce qui m'arrange. L'autre aussi dit, voici ce qui m'arrange. Mais on oublie que nous sommes une nation, une et indivisible. Le Bénin est un et indivisible, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi fondamentale de notre pays qui le dit. Qu'est-ce qui nous empêche à un moment donné de pouvoir reculer
et de dire, bon, il est temps de nous écouter. Prenons la peine d'écouter ce que l'autre trouve qu'il y a comme incohérence et apprécions pour voir ce qui est encore Justement, possible. ce ne sera pas forcément à travers les conférences de presse pour dénoncer tel ou tel, ou une assise nationale serait la meilleure solution. Moi, je ne parlerai pas d'assises nationales parce que j'ai compris qu'aujourd'hui au Bénin, quand on parle d'assises nationales, on la voit déjà sous l'angle d'utopie. Parce que quand on parle d'assises nationales, ça renvoie à un signal fort, le signal de la conférence des forces vives de la nation. Et c'est souvent, j'ai l'impression que c'est souvent ce que la mouvance évite. La mouvance ne souhaiterait peut-être pas que l'on se retrouve un jour et qu'on dise « oui, il y a encore eu une conférence nationale bis au Bénin ». Parce que on peut les comprendre. On peut les comprendre du moment où... On peut les comprendre du moment où... Quand vous parlez de la conférence nationale, il faut partir de tout ce qui s'est passé. Il faut s'intéresser à l'histoire et voir ce qui a conduit à la conférence nationale. Malheureusement, on n'est pas dans le même contexte. Donc, quand les acteurs demandent qu'il y ait assise nationale, tout le monde se dit, ah, dès qu'on dira qu'il y a assise nationale, ça voudrait dire que concrètement, on est en train de faire croire que nous avons échoué. Parce que c'est l'échec qui a conduit à la conférence nationale. Par contre, ils peuvent trouver un autre nom. Même la mouvance peut prendre l'initiative aujourd'hui et organiser une rencontre où on fait appel à tous les acteurs de l'opposition, à tous les acteurs de la société civile, et on va discuter de l'avenir de notre pays. Moi, je ne sais pas ce qui fait peur, mais je trouve qu'il est aujourd'hui important qu'on puisse s'écouter. Si on n'arrive plus à s'écouter en tant que fils d'un même pays, il y a un problème. En une minute, Roland Toney-Kess. Vous lui avez laissé tout le temps, vous me parlez de 1 minute. Allez-y. Vous savez très bien Allez, que... on Non, est contraint par l'heure. Non, On est contraint par l'heure. Je sais très bien être succinct. Alors, il est temps qu'on s'écoute. Qui va écouter qui? J'ai suivi l'auteur de la chronique dit qu'il est temps que l'opposition écoute la mouvance. Vice-versa. L'opposition n'a aucun pouvoir aujourd'hui. Ce que l'opposition dénonce aujourd'hui, il n'y a qu'une seule partie qui peut régler ces problèmes-là, la mouvance en place. Quand on parle du coup électoral, l'opposition, la preuve, c'est les majoritaires députés de l'Assemblée nationale qui ont voté sur le code électoral. Et c'est à eux d'écouter les opposants. Parce que quoi? Il se peut que demain, ils se retrouvent dans la position des opposants et subissent la même chose. Et en même temps, qu'on commence pas à dire encore, opposition, mouvance, écoutez l'opposition. Il faut que ça s'arrête, qu'on arrête ça un jour. Pour vous dire que ceux qui doivent écouter aujourd'hui, ce n'est pas d'autres personnes. C'est Patrice Talon et son régime qui doivent écouter le peuple. Depuis 2016, on se plaint de ce que ça ne va pas dans ce pays. Est-ce que vous avez l'impression que le peuple a écouté? Le peuple n'est pas écouté. Ne nous voilons pas la face. Ne nous cachons pas derrière des considérations. Le peuple n'est pas écouté. Et la mouvance ferait bien. Encore le chef de l'État, encore mieux, le chef de l'État qui est en train de finir son mandat, ferait mieux d'écouter pour une fois le peuple pour être célébré à la fin de son mandat. Merci Roland Toney-Kess, merci Hugues Hector Zogo pour toutes ces précisions, pour toutes ces analyses ce matin sur les différentes informations relayées par différents quotidiens.